Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, vidéo pêche au cou. C'est quoi la pêche au cou? Je vous explique les principes de la pêche au cou. Ça peut paraître bête, mais je pense que pas mal d'entre vous seront intéressés par ce type de vidéo. Bien sûr, si vous êtes pêcheur expérimenté, vous serez un peu moins intéressé, mais je vais quand même néanmoins aborder de nombreux détails. Donc, principes généraux. Pour tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, je vais passer rapidement sur chaque point. On va parler du rouleau à déboîter, de la canne, de la ligne, de l'élastique, du sondage bien sûr, c'est un peu la logique de préparation. Ensuite on a l'épuisette, on parlera rapidement du type de tête d'épuisette, parce que ça c'est quand même vraiment intéressant. Et puis un petit peu de matériel sur la tablette. Allez, c'est parti! Donc on commence ici avec le rouleau à déboîter. Vous voyez, moi c'est un rouleau de type V. Vous en avez de pas mal de sortes forcément. Généralement ils vont être soit en V, soit en rectangle. Moi j'aime bien utiliser les deux types de rouleaux. Ce qui va être intéressant en fait, c'est bien sûr selon votre budget. Comme chaque point que nous allons aborder, il existe des plus ou moins haut de gamme. Et ce qu'il faut retenir dans un rouleau, c'est une base plutôt lourde. Donc même si vous avez un rouleau entre guillemets bas de gamme, vous pouvez utiliser une brique, parpaing, c'est chiant à transporter, mais par exemple un seau en rab où vous mettez de l'eau s'il y a du vent, ça c'est intéressant. Vous mettez votre seau à la base et vous le laissez sur votre rouleau. Si vous avez un rouleau de ce type avec une base en inox, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui est intéressant de voir sur les rouleaux également? Ça va être cet élastique. Intérêt de cet élastique, en fait, si vous pêchez par moment où il y a de grands vents. Donc en grand vent de travers, votre canne va monter et l'élastique va empêcher que votre canne saute. Élément que vous ne retrouvez pas sur les rouleaux, bien sûr, rectangulaires. Allez, on passe à la suite des principes de la pêche au cou. Maintenant que vous avez mis votre rouleau à déboîter, on va parler de la canne. Alors cette canne que j'ai mis en place, c'est une canne gros poisson pour pêcher la carpe au cou. Et elle fait 11 mètres, là je l'ai mise en 10 mètres. Donc cette canne est une canne à emmanchement inversé, donc vous sortez chaque élément. Je vous ferai une vidéo qui expliquera également plus les caractéristiques de ces types de cannes, comment les utiliser, les monter pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais là c'est pas l'objet, on fait vraiment dans les grandes lignes, les principes. Donc c'est parti, on se monte la canne et une ligne. Quand vous avez bien mis en place votre canne, il existe ce type de support. Je vais vous le montrer en fin de vidéo, je vous ferai un petit panoramique du matériel, comme ça ce sera plus sympa en fin de vidéo, vous verrez tous les éléments que je vais aborder. Ça je pense que ça pourrait être pas mal. Donc support de canne, type panier, petite bannette, il y en a également en V que vous allez clipser. C'est pour ne pas que la canne en fait continue de glisser, parte dans l'eau et que ce soit rapide à manipuler. Comme on est sur une canne où vous allez pêcher au cou, donc votre longueur de ligne ne correspond pas à la longueur de canne, même si ça existe sur la franglaise, là c'est pas l'idée de vous parler de ça. On est vraiment sur une pêche classique au cou. Donc on va installer notre ligne. Ici, élastique gros poisson. Sur la canne, vous avez des embouts qui sont au bout. Ici c'est un embout classique, type stonfo, et on va équiper notre ligne. Les cannes au cou sont équipées d'élastiques intérieurs, généralement dans le sillon, donc le bout de la canne. Le sillon, c'est le bout de la canne, le dernier élément. Si vous êtes sur une pêche au cou classique, donc avec des élastiques de 0,5 à 1,2, 1,4 mm, donc on pêche classique, tout le blanc. Gardon, ablette, l'étanche, bien sûr on se prend quelques perches, de la brème, de la petite carpe. Donc là vous allez avoir votre élastique généralement sur le haut du sillon, 50 à 80 cm, des fois pour les pêches de gros poissons, avec des élastiques de 1,2, 1,4, c'est intéressant de le mettre également sur le deuxième élément. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée au placement des élastiques, à la fois pour de la canne au cou classique et pour de la canne gros poisson. On verra ça plus tard. Mais là, vous avez vu les principes. Chaque canne a un élastique intérieur dans le sillon et on va équiper notre ligne sur ce support. C'est parti. Donc au bout de la ligne, il y a une boucle classique. On la sort du plioir. Je vous ai fait une vidéo comment ranger sa ligne dans le plioir. Je vous la mets juste au-dessus si ça vous intéresse. Ah, comme c'est un hameçon gros poisson,
Il se rebelle à la sortie. Hop, et voilà. Donc maintenant qu'on a installé notre canne et notre ligne, vraiment la pêche au cou dans le principe de base, on va dire général, tout au long de l'année, c'est qu'on va généralement choisir une distance de pêche. Ça, c'est vous qui allez la déterminer, puis en fonction de votre fréquence de pêche, vous allez comprendre, et surtout votre endroit de pêche, comment les poissons varient dans le temps, selon les saisons, mais également sur une journée. Parce qu'en fait, quand on est poisson, notre seule préoccupation, en gros, c'est soit se planquer des carnassiers qui veulent nous bouffer en permanence, mais en même temps, manger en permanence également. C'est un peu comme nous. Et pour ça, ils vont se déplacer dans différentes couches d'eau, selon la journée. Généralement, ils vont être soit là où c'est le plus oxygéné, soit où il y a le plus de nourriture naturelle disponible. On va commencer la plupart des pêches au cou sur le fond de l'étang, donc sur le fond. Mais dès qu'il fait très chaud en été, par exemple sur les mois très chauds d'été, et bien ça va être lors de la journée, entre 10h et 15-16h, c'est pour ça que ça mord peu sur le fond, une zone quasiment sans oxygène, donc les poissons décollent. Là, vous avez intérêt à faire des pêches de rappel, c'est très intéressant. J'en étais où du coup? On a mis notre ligne, on va maintenant procéder à la mise en place et à la prise du fond. Alors pour ça, vous utilisez une sonde. Il existe des sondes de ce type, donc vous ouvrez et ça va fermer, compresser. Je n'aime pas utiliser ça, j'utilisais vraiment ça au début, mais maintenant j'ai arrêté. À la fois parce que la sonde ne va pas être ultra précis par rapport à votre fond, et en plus parce qu'elle va pincer votre fil, donc faire un point faible potentiel sur le fil. Maintenant j'en viens uniquement à ce type de sonde, des sondes plates. J'ai pris un gros modèle en 20 ou 25 grammes pour vous montrer le principe. Donc ça c'est la sonde typique 15, 20, 25 grammes, voire même plus, pour sonder en canal. C'est top. Pour sonder en étang, là j'ai pris une grosse pour que vous voyez plus facilement. Pour sonder en étang, vous allez utiliser une sonde en 5 ou 10 grammes, mais allez-y à 5 grammes. Parce que dans les étangs, il y a énormément de vases, et on dirait pas, mais même en 15-20 grammes, si vous vous faites prendre par la vase, avoir des 5-6 mètres jusqu'au milieu bien sûr, et bien sûr plus vous vous rapprochez du moine de vidange, plus il y a de vase, mais avoir à 5-6 mètres 40 à 60 cm de vase, c'est pas choquant du tout. À une dizaine de mètres, avoir 60 cm de vase à 81 mètres, c'est pas choquant. Donc voilà, pour le principe. Vous utilisez cette sonde qu'on va clipser comme ça, donc on l'a enfinée par l'anneau du haut. Notre hameçon est vraiment sur le fond, donc on est précis sur le fond et on est à ras. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à prendre votre fond à la longueur de pêche souhaitée et faire une petite marque. Moi, j'aime bien faire une petite marque. Je vous ferai des vidéos spécifiques pour tout ça plus dans le détail, mais là, c'est pas l'objet et ça va prendre trop de temps. Donc, je préfère essayer d'être vraiment synthétique et vous présenter ça dans les grandes lignes pour que ce soit parlant au plus de personnes possible. Donc, une fois que vous avez pris votre marque, vous fixez votre hameçon sur l'élément qui correspondra à votre longueur de ligne pour avoir le moins de bannières possible, sachant que pêcher avec une bannière, donc la bannière c'est la distance entre le haut de votre flotteur et l'élastique là-haut, donc votre fixation. C'est idéal en étant, même dans beaucoup d'endroits, de pêcher avec une bannière de 60-70, même c'est un peu court, mais on va dire 70-80 à 1 mètre, 1 mètre 20. N'allez pas au-dessus. C'est vraiment l'idéal pour moi entre 60 et 80 pour avoir une réponse rapide à la touche. Ne pêchez pas non plus avec des bannières très courtes. Ça, c'est difficile. Si vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci. Mais si vous débutez, mettez-vous une bannière entre 80 et 1 mètre, c'est parfait. Et pour faire votre longueur, votre repère de distance de fond, moi j'aime bien utiliser du mystique. Par exemple, le mystique me sert à ça. Je pêche très peu avec. Par contre, c'est un super repère. Vous faites un repère qui correspond à la flottaison de votre antenne, bien sûr, quand c'est équilibré. Vous avez pris votre fond, vous êtes à ras. Et là, vous faites une petite marque. Comme ça. Hop. Tout simplement. Voilà. J'espère que vous voyez. Le mystique va sécher très rapidement. Cela ne va pas bouger lors de votre pêche parce que vous n'allez pas forcément avoir votre main là-haut et ça ne va pas sauter. Et en fin de pêche, vous le faites sauter très facilement, ça n'abîme rien.
faites attention, si vous êtes trop tendu, là la ligne n'est pas tendue, donc je suis impeccable par rapport au fond. Le nylon a une vraie élasticité, non négligeable. Donc si vous êtes avec un comme ça, que vous mettez ça, et que vous avez tendu par exemple de 30 ou 40 par rapport à la base de votre repère, et bien vous allez jouer sur l'élasticité de votre fond. Et du coup, ça va pas être un repère nickel par rapport au fond. Parce que vous aurez tiré du nylon. Donc il sera chanté. Voilà pour les principes de la mise en place de la pêche au cou et de notre ligne. On va parler maintenant un tout petit peu avant de finir des quelques matériels que j'estime indispensables. Bien sûr l'épuisette. Alors l'épuisette ici, c'est également une épuisette à emmanchement inversé où j'ai mis 2 éléments. C'est une épuisette en 4 éléments que j'ai mis en 2 ici parce que ce n'est pas nécessaire d'en mettre plus. Je parlerai également dans d'autres vidéos des épuisettes, du type d'épuisette, rigide, souple, carbone, fibre. Mais surtout là, je vais vous donner une information, une indication sur le type de tête d'épuisette. Si vous pêchez les gros poissons comme ça en carpodrome, des épuisettes type caoutchouté, c'est vachement intéressant parce que ça va abîmer peu le mucus du poisson. Plus vous avez des grosses mailles, mieux c'est également. Surtout si vous êtes dans un carpodrome parce que les carpes, on tentote, je vous parlerai aussi des carpes dans le détail ou des poissons en général, je pense que je vous ferai 2-3 épisodes là-dessus. Eh bien ils vont avoir des épines, des vrais pics sur leur nageoire à la fois anale et leur nageoire dorsale. Donc si les épuisettes sont assez fines, la nageoire dorsale ou anale, c'est pareil, se met dans ces mailles et là c'est compliqué de les sortir. Donc prenez tête d'épuisette caoutchoutée, le plus grosse maille possible, en mode carpodrome. Ensuite, je vous donne quand même une indication sur les pêches au cou, donc classique, en étang, canal, pareil, rivière, hein, ce que vous voulez, mais favorisez si vous pouvez une tête d'épuisette rigide, très légère. Pour la tête d'épuisette, je voulais dire l'épuisette rigide, parce que plus ça va être rigide, plus vous allez pouvoir aller loin. Donc dans un étang classique, si vous pêchez sur un fond de 1 mètre à 2 mètres, pas de problème, prenez n'importe quel type d'épuisette. Quand vous commencez à avoir 2 mètres, 3 mètres de fond, c'est intéressant d'avoir des épuisettes en 4 ou 5 mètres, surtout en canal, là je pense au canal, où là vous êtes... Ah, j'aurais dû parler également un petit peu de la caisse, je parlerai juste après. Et... en canal, vous êtes généralement dans des très grandes pentes. Donc plus vous avez une épuisette rigide et légère, moins ça vous fera mal au bras quand vous voulez épuiser. Dernière chose pour ce type de pêche classique en pêche au cou, donc tout ce qui va être blanc classique, une tête d'épuisette en nylon avec un tour en alu. Ça c'est le top parce que ça va sécher très très vite, donc ça ne va pas absorber de l'eau. Et quand vous êtes à 4,50 m, 5 mètres dans un canal avec une tête d'épuisette en mince, classique qui va absorber, imbiber l'eau, eh ben c'est chiant, ça devient vite très lourd. L'avantage d'une tête d'épuisette en nylon, ça sèche instantanément et c'est super pratique. Voilà, je ne l'ai pas sorti, c'est vrai que j'aurais pu penser à vous l'apprendre, mais je ferai des vidéos détaillées dans chaque domaine que je viens de vous dire. Donc, je pense qu'on va avoir une 8 à 10 domaines. Allez, je continue. Ensuite, ce que j'adore avoir et sortir pour chaque pêche, donc je vous ai dit, le plioir on l'a fait, évidemment la sonde, des plombs pour affiner l'équilibrage de la ligne. Il existe plusieurs types de plombs, en gros des boîtes de plomb comme ça, où les numéros de plomb, je vous ferai également une vidéo consacrée uniquement à ces plombs, mais là en fonction des caractéristiques des plombs, vous allez les pincer différemment. Et surtout, on a le plomb comme ça, rond, standard. On va avoir ce type de plomb plat, donc qui est super intéressant pour pêcher à l'anglaise, parce que le plomb standard ne va pas forcément coulisser facilement. Ce type de plomb plat va pouvoir coulisser un petit peu plus facilement. Et surtout, avec ce type de pince, genre stonfo, vous pouvez l'ouvrir et le bouger facilement. Il y a également des plombs style. Je vous ferai une vidéo consacrée exclusivement sur les plombs, les stratégies des plombs pour les pêches au blanc, pêche à carpe, en utilisant soit du plomb classique, du plomb plat, les plombs style qui ont un énorme avantage de s'adapter vraiment à la courbure, au diamètre du nylon sans l'abîmer. Si vous le pincez bien, c'est très sympa, ça évite un point faible concret de fermer un plomb. Il se ferme mais sur une distance plus large, ce qui fait que le nylon a beaucoup moins de points faibles.
Le dégorgeoir, bien sûr, ici c'est un dégorgeoir gros pour pêcher la carpe, donc ce type de dégorgeoir est adapté. Votre fil pour faire d'autres lignes, moi j'ai ça, mais en fait c'était pas utile dans cette vidéo parce que je fais mes lignes en arrivant au bord de l'eau, j'adore. Là j'ai utilisé une ligne dans un plioir, mais pour les pêches de gros poissons je la fais systématiquement en arrivant au bord de l'eau. Les graisses, quand vous avez votre ligne que vous avez préfait chez vous, des fois l'équilibrage n'est pas parfait, donc on l'ajuste avec des plombs. Et si on se loupe sur ces plombs, qu'elle est quasiment bien mais qu'elle coule quand même, c'est chiant, et bien vous avez ce type de choses, des graisses, super intéressant, couleur de graisse qui existe neutre, rouge, jaune ici, mais vous en avez de n'importe quelle couleur. Et ça, une ligne qui est légèrement surplombée, donc à ras de l'eau mais où on voit très mal, surtout si vous avez un petit peu de vague de ce type, et bien vous remettez un coup de graisse sur l'antenne et ça va la décoller, vous allez voir, c'est génial. Dernier élément que je vous ai pas parlé, quand je déplie ma canne, je mets un petit peu de liquide sur l'élastique. Vous pouvez utiliser l'eau bien sûr, mais moi je mets un tout petit peu de liquide dans l'élastique. Ça tient très longtemps, pas besoin d'en mettre beaucoup, et ça c'est quand même sympa pour la souplesse de l'élastique. Bien sûr, vous aurez vos éches. Là, j'ai pris l'exemple de quelques pelés parce qu'en carpodrome, c'est un intermédiaire incontournable pour avoir énormément de touches. Début de saison, fin de saison, sachant que l'été, c'est la folie, vous pouvez pêcher à peu près à tout et on verra ça dans d'autres vidéos. Je vais bientôt commencer à enchaîner les vidéos sur les préparations d'amorces, les types d'amorces, les interactions entre différentes farines et la dynamique que ça va créer dans l'eau. Donc cette dynamique et cette présentation va plus ou moins exciter les poissons pour plus ou moins en concentrer rapidement et vous déclencher le nombre de touches en conséquence. On va bientôt voir tout ça. Bien sûr, de quoi couper votre fil, soit un ciseau classique, soit un coupe-ongle. Et moi j'adore utiliser un coupe-coupe également, que vous avez déjà vu dans quelques vidéos précédentes. Je vous ai fait une vidéo et pour le moment qui parlait du montage de ligne également, je vous la mets juste là si ça vous intéresse. Et puis voilà, pour les principes, je vous ai dit également, ah oui, un tapis de réception si vous êtes en carpodrome, c'est quand même vachement sympa. Tous les carpodromes ne l'imposent pas, moi pour le moment je ne l'impose pas, mais je vais en mettre quelques-uns à disponibilité forcément pour les clients parce que c'est quand même beaucoup plus respectueux pour ces poissons qui sont relativement gros, donc généralement on a tendance à vouloir les mettre sur la berge avant de les remettre à l'eau, et s'ils sont posés sur un tapis c'est quand même mieux. Ensuite on pourrait parler, pour les principes de la pêche au cou, des modèles de caisse. Ici c'est une caisse adaptée avec un ponton 6 pieds, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça bien sûr, une caisse toute simple fait largement le boulot. C'est plus quelle est votre fréquence et votre utilité à acheter une bonne caisse ou une moins bonne caisse. J'ai envie de dire, c'est vraiment la technicité que vous allez mettre sur votre approche où se trouve le poisson, le type d'amorce et de mécanique et la présentation de lèche au bon endroit qui va vous faire mordre. C'est pas cette caisse qui va vous faire avoir plus ou moins de poissons, ça on s'en fout complètement. Mais par contre si vous pêchez très régulièrement, là il y a un intérêt d'avoir une caisse de ce type qui va s'adapter à n'importe quel type de berge, donc différence entre l'amont, l'aval de la barge, les pentes, vous allez la mettre droite. Élément ultra important, que vous ayez une caisse à 6 pieds ou une caisse classique, mettez-la à niveau. On se flingue le dos parce que déjà on pêche avec une canne soit là soit à gauche si vous êtes gaucher, donc ça veut dire qu'on a tout le poids de la canne à un endroit. Et si vous pêchez sur des cannes entre 6 et 9 mètres ça va encore, mais quand vous allez pêcher avec des cannes en 11,50 voire 13 mètres, elles sont quand même relativement lourdes, même si ça s'améliore vraiment avec chaque année de plus en plus en termes de rigidité sur les cannes et puis de poids très faible. Et bien sur une demi-journée, une journée de pêche, ça fait vraiment très mal au dos. Donc mettez votre caisse à plat, super important, de n'importe quel type qu'elle soit. Allez, bien sûr un petit peu d'appât et on finit par ça. Moi j'adore me mettre un seau d'eau derrière parce que là c'est vraiment un peu l'ancien compétiteur qui parle, mais on gagne énormément de temps. Sur des pêches de gardon, quand vous avez votre tablier ou ce type de chiffon à côté, ça passe encore, mais dès que vous enchaînez de la plaquette, donc la petite brème, de la brème d'étanche, c'est la galère. Donc il faut se nettoyer les mains pour virer ce mucus. Plus vous allez, si vous voulez optimiser votre nombre de touches, c'est plus vous avez votre appât dans l'eau, plus vous avez des touches potentielles, on est d'accord. Donc plus vous sortez le poisson vide de l'eau et vous repartez avec une èche
propre en présentation sur votre blading, plus ça va être efficace. La brème, comme vous en avez déjà eu, la tanche je le fais un peu moins mais le fait également, c'est plus dur à décoller pour la tanche, mais la brème vous met une quantité de mucus sur le badling, il faut le nettoyer. Et ça, c'est juste génial. Vous avez votre touche, vous faites votre poisson, la brème revient, ça part dans la bourriche, vous reposez votre kit prêt à écher, mais entre deux, vous faites ça dans votre seau qui est prêt derrière, ça change tout sur le coup du chiffon. Vous allez gagner un temps phénoménal. Donc c'est très agréable au quotidien pour pêcher de mettre un seau d'eau en plus derrière. Voilà pour les principes de la pêche au cou. Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît. Je réponds évidemment à tous les commentaires. Je vais bientôt m'organiser pour répondre à tous les commentaires lors des publications de vidéos. À chaque journée de publication, entre 19h et 19h30, je répondrai à vos commentaires. Mais là, en attendant ça, je réponds à tous vos commentaires. Donc allez-y, mettez-moi des commentaires, posez des questions s'il vous plaît. Et bien sûr, continuez de partager, vous êtes extraordinaires. Là, c'est juste phénoménal. La chaîne arrive bientôt à 4 mois. J'avais fait une petite pause juste de 2 semaines pour m'organiser un peu plus, où j'ai mis que 2 vidéos sur les 2 semaines. Mais en fait, je partage plusieurs vidéos par semaine. En moyenne, il y a 3 vidéos par semaine sur carpodrome.fr. Et j'ai tellement de choses à vous partager que c'est pas prêt de s'arrêter. Bien sûr, je vous présente à la fois ce lieu extraordinaire où vous pouvez venir pêcher aux sources de la Chabanne. Donc sur le principe et sur le modèle d'un carpodrome. Un étang de 1,3 hectare présentant 21 postes disponibles numérotés pour le moment, qui fait que s'améliorer en termes d'aménagement. Je vais attaquer les aménagements de pontons pour faire 3 ou 4 bons pontons, que ce soit accessible vraiment toute l'année. Je pense notamment s'il y a de la pluie, c'est un peu moins agréable d'être sur de la pelouse ou en fin de saison, début de saison. Donc c'est pour ça que je vais aménager des pontons. Je vais également faire l'aménagement de la tente et d'une cabane pour vous proposer des formules 24, 48, 72 heures. Donc n'hésitez pas à venir, vous allez vous prendre une vraie claque nature et vous pouvez même venir en famille, en couple, où nous avons un studio et un appartement disponibles. Bien sûr, vous trouverez tous les liens en dessous de cette vidéo dans la description pour avoir toutes ces informations et sur le site carpodrome.fr où je répertorie chaque vidéo. Et bien sûr, vous avez une page hébergement qui vous renvoie vers les liens de réservation. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Merci de continuer de partager. Là, ces 2 dernières semaines, même pas 12 derniers jours, vous avez été 90 abonnés en plus. Merci, génial, c'est super. Donc merci de continuer. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bonjour les passionnés, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette vidéo comment pêcher à l'anglaise. Je vous ai fait une vidéo comment pêcher au cou. Si ça intéresse certains d'entre vous, je vous mets le lien juste là. Aujourd'hui, vidéo comment pêcher à l'anglaise. Les grands principes de la pêche à l'anglaise. C'est quoi la pêche à l'anglaise? Comment on s'organise? J'ai été vendeur dans un gros magasin de pêche en Belgique pendant quelques années, pendant 3 années. Et maintenant, on a tout plaqué avec ma femme pour venir ici. Sur l'étang des sources de la Chabanne, en Corrèze, je vous propose de vous accueillir en hébergement, soit studio, en appartement, des formules adaptées aux pêcheurs. Vous retrouvez tout ça sur carpodrome.fr, un onglet hébergement. Et aujourd'hui, on va parler de la pêche à l'anglaise. Durant toutes ces années où j'étais vendeur, la pêche à l'anglaise est quelque chose qui attire et qui fascine de nombreux pêcheurs. Je pense que c'est lié, quand on adore la pêche au cou, au fait de voir un flotteur qui coule et la touche, c'est ça qui nous attire entre guillemets, ou moi c'est ce qui m'anime dans la pêche, même si je pratique toutes les pêches en eau douce depuis toutes ces années. La pêche au cou, la pêche à l'anglaise a été les fondations de cette passion pour la pêche. Et on va parler de ça parce que je suis obligé de vous dire 2-3 astuces fondamentales qui vont faire toute la différence pour déjà ne pas être dégoûté de l'anglaise, parce que c'est une pêche ultra agréable, mais qui peut être aussi très désagréable si on ne connaît pas les toutes petites astuces essentielles. Pêcher précisément, rappeler à chaque touche, bien couler son fil, et on a quasiment fini. Si vous rappelez à chaque touche que vous coulez bien votre fil, que vous êtes plutôt précis, une ligne bien équilibrée bien sûr, mais surtout la ligne bien coulée, bien prendre le coup à comment on fait à l'anglaise, vous avez quasiment 100% des touches. On ne perd plus de poissons et c'est ultra agréable comme pêche.
très souvent quand il fait chaud, d'avril-mai, mais on va dire de mai à septembre-octobre, sur des bonnes après-midi ou comme ici, il fait très chaud l'après-midi aujourd'hui par exemple, eh bien vous allez pêcher d'abord sur le fond, vous pouvez mettre de l'amorce ou alors des pelets, des èches, mais ce qui est ultra important c'est de rappeler à chaque touche. Et à l'anglaise, très souvent, les poissons vont décoller petit à petit. Vous allez pêcher à quart d'eau sur le fond, mais généralement, il n'y a même pas besoin de cette étape. Dès que vous avez les premières touches, quand vous lancez, vos premières touches à la descente, vous passez carrément à mi-eau. Si vous avez 2 mètres de fond, vous mettez 1 mètre de fond et vous commencez à enchaîner les poissons. Et souvent, les plus belles pêches à l'anglaise durant les périodes chaudes, en plein cagnard, eh bien, vous allez les faire à peu près à 1 tiers d'eau. Si vous avez 2 mètres de fond, à 60-70 cm de la surface, c'est là où vous allez enchaîner le plus de poissons à l'anglaise pendant les périodes très chaudes. Voilà pour cette petite introduction. On va parler des principes de la pêche à l'anglaise. Je vais vous parler rapidement de la canne, des types de cannes qui existent, comment monter sa ligne dans les grandes lignes de façon rapide, les erreurs à ne pas faire. Bien sûr, on évoque le micro-émerillon primordial, les types de plomb. Je ne vais pas m'attarder sur les wagglers, le montage de votre bas de ligne, ni sur les moulinets, parce que je vais faire des vidéos par la suite vraiment ultra spécifiques et avec des caractéristiques techniques sur tous ces éléments. Là, c'est une vidéo générale pour vous présenter les principes. Allez, on attaque. Ensuite, on parle également, bien sûr, du support pour la canne à l'anglaise, parce que c'est un peu la stratégie et ce qui va être ultra efficace, comment bien couler notre fil. Et bien, le support a son rôle, parce que la canne et votre sillon doivent être tout le temps dans l'eau. J'y reviens juste après. On parlera de l'épuisette, du type de tête d'épuisette rapidement, je vous en montre 2-3 modèles. Et on fera le tour sur les èches en finissant. Un plateau d'èches et vraiment les éléments essentiels à avoir en pêche à l'anglaise. Donc marqueur de fil pour pêcher toujours à la même distance. Je pense à des plombs et le micro-émerillon. Allez, on attaque. Généralement, une canne à l'anglaise, donc de ce type. Là, c'est une canne très gros poisson. Pour la carpe, les 2 cannes sont des cannes gros poisson. On est sur un carpodrome. Donc j'utilise ce type de canne qui va avoir des actions de pointe et une très grosse réserve de puissance. La plupart des cannes à mouliner vont travailler quasiment sur l'ensemble de la canne. Canne à l'anglaise très gros poisson, on travaille sur le dernier tiers, voire sur le dernier quart de la canne. Des cannes un peu plus souples et puissantes peuvent travailler sur la moitié, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. L'intérêt de la pêche à l'anglaise, c'est d'aller pêcher avec des fils très fins à longue distance. Je vous ai fait une vidéo astuce pêche à l'anglaise, si ça vous intéresse, je la mets juste là, allez la voir, où je vais beaucoup plus déjà dans certains détails. Une canne à l'anglaise de ce type, vous allez en avoir en 13 pieds, 14 ou 15 pieds. Généralement, c'est ce qui se pratique et ce qui se vend en France d'une manière générale, correspondant à 3,90 m, 4,20 m ou 4,50 m. Généralement, les cannes vont être en 3 éléments, donc des éléments que vous allez emboîter. Hop. Donc 3 éléments, vous les emboîtez. Ensuite, vous fixez votre moulinet sur le porte-moulinet, bien sûr. Moulinet à l'anglaise, très intéressant d'en avoir un typique à l'anglaise, même si vous pouvez évidemment pêcher avec n'importe quel autre moulinet, feeder, carnassier, en adaptant un fil plus fin, ça fera largement le boulot. Surtout si vous voulez découvrir cette pêche et voir vraiment si ça va vous intéresser, parce que c'est ça souvent le problème, on a envie de faire quelque chose, on investit dans énormément de matériel et au final ça ne nous intéresse pas toujours. Donc c'est intéressant de tester avec le matériel que vous avez déjà. Procurez-vous juste une autre bobine ou adaptez une bobine sur un de ces types de moulinets en fil un peu plus fin et vous voyez si ça vous plaît la pêche à l'anglaise. Intérêt d'avoir un vrai moulinet à l'anglaise, en fait, le ratio. Le ratio va augmenter et le ratio c'est le nombre de longueurs de fil que vous allez ramener à chaque tour de moulinet. Généralement, les ratios pour des moulinets classiques, donc bien sûr sur des petits 1000 ou ultra légers, on a des tout petits ratios. Et on va monter, on va être entre 3 et 4, 4,5 sur la plupart des petits ratios. On débute des moulinets Carnass entre 3, 4,5, 5, même un peu plus des fois. Et par vous donner un exemple, sur un moulinet anglaise de ce type-là, on a un ratio carrément à 7,1. Donc ça ramène vraiment beaucoup de fils par tour de moulinet. Ça c'est intéressant à savoir et à comprendre pourquoi acheter un moulinet spécifique à l'anglaise. Parce que ça va rester avant tout une pêche plutôt rapide.
quand le poisson s'installe. Donc il y a un avantage d'avoir un gros ratio, ramener rapidement son fil. Voilà. Ensuite, on va partir sur notre ligne. Vous passez évidemment votre fil, vous allez attacher votre hameçon. Donc le bas de ligne à l'anglaise, on en parle rapidement. Longueur comme ça vous intéresse. Moi j'emploie très souvent du 30-35. Ici j'ai une longueur à peu près en 45. Et on parle de la chose primordiale, un micro-émerillon. Mettez-vous toujours un micro-émerillon à l'anglaise. C'est ce qui permet tout simplement de ne pas vriller votre fil. On est sur du lancer-ramener, lancer-ramener. Le micro-émerillon va avoir comme rôle de ne pas vriller votre fil. À la fois le fil principal dans le temps, mais surtout le fil du bas de ligne, qui s'entourerait de manière constante et ferait des perruques ou des nœuds constamment. Ensuite, vous allez adapter évidemment vos plombs. Différents types de plombs, je vous les montre en fin de vidéo, les plombs à l'anglaise que j'aime bien utiliser. Et on va adapter un flotteur. Il y a de multiples fixations de flotteurs, je les évoque dans la vidéo astuce, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et un flotteur à l'anglaise, ça peut être ça, ou alors je vais vous en montrer un autre sur l'autre canne, maintenant. Donc là, il y a une petite, comme une poire, une conne, en bas à la base. Les flotteurs à l'anglaise, de manière classique, vont s'appeler waggler. Et vous en avez de ce type là, complètement fin. Il y en a aussi des encore plus fins pour pêcher à la surface. On va assimiler ça ou dire que c'est des sticks. Donc on va avoir du stick, du waggler très fin, du waggler poire comme je vous ai montré. Et après on va avoir des gros wagglers avec des gros poids pour aller pêcher à très longue distance. Cette canne est également une canne en 13 pieds. Moi j'utilise des cannes en 13 pieds, ça passe partout pour ce que j'ai pêché. Donc 3,90 m. Que vous dire de plus sur les principes de la pêche à l'anglaise par rapport donc aux cannes comme on vient d'évoquer? La taille du fil, allez-y. Bon, moi je pêche en 12 ou 14, mais ça reste très très fin. Vous débutez la pêche à l'anglaise, vous mettez un 15 centièmes en corps de ligne. Fil principal, ça marche très très bien, ça va vous faire une pêche passe-partout. Bas de ligne en 12 ou 14 pour les pêches classiques de blanc. Et puis si vous voulez y aller un peu plus gros poisson, vous allez chercher un fil en 16 ou 18. 18 avec un bas de ligne de 16. C'est votre rapport à la qualité du fil et votre réglage du frein qui va faire toute la différence. Ce n'est pas parce que vous avez un fil de 25 centièmes, c'est forcément plus facile, mais vous allez avoir beaucoup moins de touches. Donc c'est ce rapport diamètre de fil plutôt fin, qualité de touche et nombre de touches qui est intéressant d'aller chercher des fils fins entre autres. Donc voilà pour les grandes lignes dans le fil. On évoque les têtes d'épuisette, c'est parti. Une épuisette classique, donc là je voulais démonter. Donc c'est une épuisette 4 éléments à emmanchement inversé. Classique, vous en avez en carbone, en fibre, et vous allez les emboîter de cette manière. Une épuisette complètement classique. Hop, on emboîte comme une canne à emmanchement inversé, canne au cou. On va parler des têtes d'épuisette. On évoque ça car c'est très intéressant d'avoir cette notion. Tête d'épuisette, je vous en montre 3 modèles. On commence avec celle-là, celle que j'ai le plus pratiquée et qui en fait est la moins pratique dans le temps. Déjà, si vous favorisez un embout de ce type, donc là elles ont tous les 3 ce type d'embout, aluminium léger, ça c'est un intérêt dans le temps et surtout si vous pêchez en canal. Si vous pêchez en étang, vous pouvez avoir une épuisette classique parce que c'est moins de poids. Et quand on a la canne d'une main, l'épuisette de l'autre main, favoriser des têtes légères, ça a un vrai intérêt. Pourquoi celle-là moins pratique et moins intéressante dans le temps? Parce que c'est de la maille tissu, ni de la maille tissu comme du textile. Et inconvénient en fait de ça, ça va s'imbiber d'eau dans le temps. C'est pas le plus gros des inconvénients, mais ça pèse dans le temps, surtout si vous êtes en longue distance, je pense au canal. Et surtout, l'inconvénient principal, ça va être que votre hameçon, si vous pratiquez la pêche avec des hameçons avec ardillon, eh bien va se bloquer dedans plus facilement. Et surtout, quand il se met dedans, c'est la galère à le décrocher, tout simplement. Alors que ce type d'épuisette, c'est le top en termes de rapport qualité-prix et praticité vraiment de manière constamment. Les pêcheurs en concours au coup utilisent
ne pratiquent que la pêche avec ce type d'épuisette. Un tour très léger, plutôt assez grande pour rentrer facilement des brèmes généralement. On va parler de ça, sur des gros poissons, ça sera des brèmes en concours. Et surtout, un nylon, c'est tressé en nylon. Donc là, on ne s'accroche pas du tout dedans. L'hameçon se décroche avec ou sans ardillon, il se décroche tout seul. Tout simplement, c'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt. Allez, on a fini avec l'épuisette, les types de têtes d'épuisette. Il nous en reste un dernier modèle de ce type, donc une épuisette gros poisson avec des mailles en caoutchouc. Donc là, intéressant parce que ça se nettoie très facilement, de la même type que l'épuisette en nylon. Très efficace et favoriser les grosses mailles, des mailles très très larges si vous pêchez les gros poissons ou surtout si vous pêchez des poissons de type carpe. Ça c'est important parce que la carpe va avoir des pics à la fois sur ses nageoires dorsales ou même sa nageoire anale, et si vous avez des mannes fines, ces pics peuvent se prendre dedans et c'est difficile à décrocher. Donc c'est pour ça, on favorise pour les gros poissons des épuisettes caoutchouc avec les plus grosses mailles possibles, et pour les pêches au blanc de manière classique, coup, feeder, anglaise, et bien on va favoriser des épuisettes de type nylon. Alors voilà, pour les principes de la pêche à l'anglaise, on évoque maintenant l'essentiel dans une pêche à l'anglaise. Je vous ai parlé de la canne du moulinet. Donc voilà, canne moulinet de ce type. Vous venez de voir dans le principe les grandes lignes comment ça fonctionne. Et maintenant on va y aller franchement et clairement. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne pêchez surtout pas à longue distance. Malgré que je le savais, au début, ma première saison, bon, j'étais quand même jeune, 14-15 ans, peut-être 16 ans plutôt. J'étais plus au coup de 10-12 à 16-17 ans et l'anglaise c'est plus venu vers 16-17. Eh bien au début, on se dégoûte très rapidement de l'anglaise. Pourquoi? Parce qu'on veut aller trop loin. Plus on va loin, moins on va être précis. Donc habituez-vous à pêcher à 18-20 mètres au début. Ça paraît pas loin par rapport à une canne au cou à 10-12 mètres, mais déjà 18-20 mètres, je vous assure, c'est loin. Deuxième avantage énorme de pêcher à 18-20 mètres, vous allez pouvoir utiliser des èches, déjà vous amorcer facilement à la main, vos boules d'amorce. Pareil pour les pelets, pareil pour le maïs à la fronde, ça passe. Et même les asticots. Les asticots à la fronde, selon les modèles de fronde, eh bien vous allez avoir une distance entre, forcément 3-4 mètres, mais on va dire 18-20 mètres, jusque 25-26 mètres des fois. Donc du 18-25 mètres, pêche en asticot, on rappelle, ça passe à la fronde. Et ça a vraiment un gros intérêt pour la pêche à l'anglaise. Rappeler à chaque touche, c'est l'essentiel. On rappelle à chaque touche et on coule bien son fil. On a quasiment tout compris à la pêche à l'anglaise et on n'hésite pas à décoller si on a des touches à la descente. Voilà, l'essentiel. Ensuite, on va parler, je vous ai fait une vidéo comment bien couler son fil à l'anglaise, mais je le révoque ici dans cette vidéo rapidement. Je vous mets le lien juste ici de cette vidéo. On ne se prend pas la tête à aller voir la vidéo, on y va franchement, arrière, avant, on pose, et là on va couler notre fil. Deux manières de le couler. Là je viens de faire une des deux techniques, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Mais plus le fil est coulé droit, donc c'est-à-dire plus il va être droit entre votre bout du sillon et le début du waggler, là-bas, et bien mieux ça va être en termes de réponse à la touche. Et ça c'est vraiment ultra important pour ferrer le plus de poissons possible et donc pêcher le plus de poissons. En conséquence, forcément, tout est lié. Voilà, dans les grandes lignes, tout ce que je voulais vous présenter. Les principes de la pêche à l'anglaise, une des plus belles pêches à mon sens en eau douce, qui est plutôt assez ingrate au début, quand on ne comprend pas ces quelques principes de base, vraiment fondamentaux, mais qui font vraiment toute la différence. Bien couler son fil, le marqueur, la petite marque sur la distance, la façon de sonder, être le plus proche du fond, mais même avec le temps, on se rend compte qu'une pêche en décollé, quand il fait bien chaud, ça a son intérêt. Je vais vous faire une vidéo exclusivement sur comment sonder à l'anglaise. Il y a plusieurs techniques. Moi j'utilise un flotteur de ce type, donc les flotteurs sondeurs
où en fait vous allez balancer, mais je reviendrai aussi sur une vidéo spécifique à comment sonder à l'anglaise. Et en fait le principe, vous avez toujours, pour n'importe quel type de flotteur sondeur, un gros plomb sur le fond, votre flotteur marqueur sondeur, vous lancez, l'idéal étant d'arriver le plus droit possible, la plombée principale va se mettre sur le fond, et quand vous maintenez canne haute, eh bien vous allez avoir votre fond. Vous voyez, je suis sur la digue principale, tout le fond qu'il y a, quasiment déjà 2,30 m, 2,40 m alors que j'ai lancé à 3-4 mètres. Ça c'est un flotteur sondeur, il en existe plein de modèles. Je vous ferai également une vidéo uniquement consacrée au flotteur fond sondeur. C'est hyper important pour bien prendre notre fond à l'anglaise. Voilà, que dire d'autre? Merci beaucoup, merci énormément pour tous ces abonnements qui se multiplient de plus en plus chaque jour. C'est incroyable. Je vous partage sur cette chaîne ma passion de la pêche depuis que je suis tout petit. C'est aussi un lieu d'accueil exceptionnel. Je vous ai dit, allez consulter éventuellement sur le site carpodrome.fr. Vous avez toutes les informations qui sont répertoriées en 3 ou 4 onglets. Comme ça, c'est plus simple. Énormément d'abonnements tous les jours. Merci beaucoup de continuer de partager carpodrome.fr. Ces multiples vidéos autour de ma passion qui m'anime depuis tout petit, autour de la nature, et où je vous partage tout ça sur ce lieu. Merci de continuer de partager. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on va sûrement se faire une petite préparation de pâte maison, toute simple. Une pâte vraiment juste avec de la farine, de l'eau. Vous voyez, vous allez voir ce que je pratique depuis toujours. Pêche à la pâte, très efficace durant l'été. Je pense en pêche au cou, mais même autre type de pêche. Et on va évoquer ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Faites de vos rêves votre vie. Salut! Et non, on continue. J'ai oublié le détail principal, je vous ai même pas parlé de la palette, de la tablette, pardon. Je suis allé trop vite. Donc c'est parti, on finit avec cette tablette. Donc les èches, type d'èche que je vous présente rapidement, du pelé en taille 7, du pelé en taille 9, du maïs, le classique à ne pas négliger, des vers de terre, vers de terreau, ne négligez jamais ça. Et on évoque, avant de terminer cette vidéo, les plombs. Type de plomb que j'utilise, donc c'est ceux-là pour l'anglaise. Il en existe plein de sortes. Là vous avez par exemple du numéro 4, numéro 1, du BB ou du AAA. Et en fait, l'intérêt de ces plombs vont correspondre sur les wagglers. Généralement, sur chaque waggler, vous avez un poids plus un poids à rajouter. Et souvent, par exemple, ça peut être 1 gramme ou 2 grammes, 1,5 g plus 2 bébés. Donc vous savez que votre flotteur de 1,5 g est pré-réglé. Vous rajoutez 2 bébés de ce type, par exemple, 2 plombs comme ça, en 0,4. Et vous avez votre 1,5 g plus 2 bébés qui est livré. Il ne faut pas réfléchir à autre chose. Marqueur de fil. Je vous parlerai exclusivement de comment marquer votre fil à l'anglaise, soit avec un marqueur de ce type, soit avec du nylon ou d'autres astuces. Une pince à plomb toujours pour faire sauter ces plombs à l'anglaise, ça c'est ultra intéressant pour être le plus équilibré possible et le mieux équilibré possible, avec par exemple une graisse, toujours bien pour fignoler l'équilibrage si le flotteur est un petit peu surplombé. Et on finit par l'essentiel bien sûr que je vous ai dit dans cette vidéo, un petit paquet, une boîte, un sachet, bref, des micro-émurions qui vont faire toute la différence. Voilà, cette fois-ci c'est bel et bien fini. Je vous remercie de continuer de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut!